De ce nouvel album. On va aborder maintenant un joli chapitre dans cette émission, à savoir, alors, c'est Skeuten, ce n'est pas François Skeuten, c'est le frère. Ni Robert, le père. Ni Robert, le père. C'est Luc Skeuten. Alors Luc Skeuten, on sait que c'est un architecte qui aime les utopies, mais qui aime les utopies qui sont, entre guillemets, réalisables. Peut-être réalisables. En tout cas, c'est quelqu'un qui ouvre les portes, et ça, vous savez que j'aime bien. C'est quelqu'un, en fait, qui réfléchit à l'avenir de nos villes, à l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, et etc., en se disant que, voilà, on est arrivé au bout, à la fin d'un monde, d'une ère, des choses doivent changer, et entre autres, les villes doivent changer. C'est une réflexion qu'il a eue il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il dessine comme ça pour faire un cadeau de mariage, il dessine une première maison qui est une maison qui prend la forme d'un arbre. Et il se dit, mais tiens, c'est passionnant de réfléchir l'habitat, de réfléchir l'architecture en termes de nature aussi. 30 ans plus tard, il a un concept qui s'appelle l'archiborescence et surtout une réflexion sur la ville en se disant, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans les années à venir, 50, 100, 150, 200 ans, considérer que la ville est un organisme vivant et naturel ? Est-ce qu'on ne pourrait pas petit à petit ramener du végétal dans la ville? Ça, c'est pas très compliqué. On peut utiliser des murs végétaux, on peut faire pousser des arbres, on peut peut-être aussi faire pousser un jour des arbres sur des toits qui vont se développer, qui vont peut-être permettre de diminuer la surface de toit pour créer un plus grand jardin. Ce grand jardin va se développer et ça va devenir un grand jardin. Et entre jardins, on pourrait peut-être créer un jour une passerelle sur les toits. Et donc, plutôt que d'avoir les piétons qui sont au niveau du sol, avoir les piétons qui sont au niveau des toits et qui ont une vue sur l'horizon. Alors, lui ne se considère pas du tout comme un rêveur, mais bel et bien comme un utopiste, comme quelqu'un qui réfléchit à l'avenir et qui dit réfléchissons-nous aussi à la nature. Un rêveur et un utopiste. Ben, vous allez le voir. C'est vrai ? Ouais. Il y a un reportage ? Il y a ça. Allez, on y va. En faisant les jardins verticaux, j'ai imaginé qu'on pourrait penser les blessures du tissu urbain en utilisant des plantes, en utilisant tout le végétal possible pour arriver à recréer des espaces qui ont une volumétrie, qui ont une importance dans la ville, qui soient des lieux de poésie, des lieux où on trouve ce qui nous manque tellement dans la ville, c'est-à-dire la nature. On n'est pas du tout dans les schémas de Le Corbusier où on rase tout et on repart à zéro. Le développement durable, c'est d'abord garder ce qui existe et essayer de voir comment on peut le faire muter. Ici, on voit des habitations que nous connaissons, mais il y a de nouvelles structures et des nouvelles formes de construction qui apparaissent. Et nous avons ces passerelles qui enjambent les rues et qui permettent d'avoir accès aux toitures. Les toitures sont devenues des sortes de jardins, promenades, qui nous permettent d'avoir un autre rapport à la ville, avoir l'accès à l'horizon. Et dans les rues, nous avons des engins motorisés qui sont une sorte de mixte entre le transport en commun et la voiture individuelle. En utilisant un rail central sur lequel on prend son courant, comme le fait le tram de Bordeaux par exemple, c'est actuellement une technologie qui existe, on pourrait très bien avoir quelque chose de très différent de ce que nous avons dans nos villes. Ce qui m'a interpellé, que j'ai trouvé intéressant, c'était de montrer comment on peut progressivement, de la ville existante, muter vers la ville archiborescente. Pour ça, j'ai utilisé le système des greffons, qui sont des ajouts sur des maisons existantes. Ici, on voit par exemple toute la façade arrière qui a été refaite. On a gardé toute une partie de la maison existante et là-dessus est venu se greffer une sorte de cocon qui a poussé, qui s'est développé de manière très très organique et qui est refermé par ces sortes de biotextiles qui permettent d'avoir une enveloppe constituée de quelque chose de complètement étanche et fermé, qui capte l'énergie solaire, qui permet de climatiser les maisons. Parfois, j'ai conçu des villes entièrement nouvelles. Ici, celle-ci, son influence biomimétique est celle des termitières. La termitière a un écart de degré à l'intérieur qui est de moins d'un demi-degré pour des températures fluctuant à l'extérieur de plusieurs dizaines de degrés. Alors, on a ce résultat par des systèmes de ventilation excessivement sophistiqués que les termites ont mis au point. L'exposition est à voir jusqu'au 30 août. Mais je veux ma réponse. C'est quoi la différence entre un rêveur et un utopiste? Parce que vous avez une photo là, je voudrais que vous la montriez, parce que le véhicule dont il parle et qui se branche donc sur l'électricité de la ville... Il n'existe pas encore tout à fait. Il n'existe pas, mais lui, il est dedans là. Alors lui, il roule tous les jours dans ce type de véhicule. En gros, c'est une voiture à pédales électrique. Et vraiment, il roule tous les jours là-dedans. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'un rêveur, il sait que ses rêves ne se réaliseront pas, alors que l'utopiste...
Se dit que peut-être, si on réfléchit bien, peut-être qu'un jour on pourra retrouver ça dans nos villes. C'est une espèce de Léonard de Vinci, hein, finalement. C'est un peu ça, sauf à notre époque. Ce qu'il y a de formidable aussi, c'est qu'il se base aussi sur la nature, en se disant pourquoi est-ce que les termitières, qui n'ont pas de cerveau comme les humains, qui ne réfléchissent pas comme les humains, parviennent à avoir une différence d'1/2 degré dans leur termitière alors qu'il y a 30 degrés à l'extérieur. Pourquoi est-ce que l'araignée est capable aujourd'hui de faire un fil qui a section équivalente et beaucoup plus solide que n'importe quel fil humain? On n'est quand même pas stupide. L'araignée, on dit souvent que c'est un bête animal, elle y arrive. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se dire, en analysant par exemple, la plante, le lotus. Le lotus, c'est une plante qui peut s'ouvrir, qui peut se fermer. Si on analyse tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'un jour, on peut en tirer parti et qu'on peut prendre exemple sur la nature pour recréer nos villes. Alors, il le dit bien, il faut y aller progressivement. Il y a aussi une autre illustration que j'ai ici dans... Est-ce qu'il y a des choses qu'il a déjà construites réellement comme ça? La maison, on en a vu quelques-unes. Il y a des maisons qu'il a déjà construites où il utilise sa propre maison. Il habite une maison en Scarbeck. Il a simplement rassemblé 2 maisons et à l'intérieur, il y a vraiment une connivence entre la nature et son mobilier. Sa baignoire, par exemple, est en bois. Enfin, toute une série de choses. Il travaille sur l'arbre. Mais vraiment, quand on montre, voilà, la ville d'aujourd'hui, simplement en y amenant quelques arbres et en commençant à avoir des toits végétaux, on va complètement changer l'atmosphère de la ville. Mais ça, il y a aujourd'hui toute une vogue de jardiniers, paysagistes, etc., qui travaillent sur les façades, sur les toits et compagnie. C'est très cher, paraît-il, d'ailleurs. C'est très cher. Alors, au niveau, il y a un vrai changement de mentalité à avoir, déjà sur une vraie lame de fond. Il y a aussi des baies de changement au niveau de l'urbanisme. Si vous voulez créer un toit végétal dans nos villes, c'est très compliqué. Si vous voulez faire un mur végétal, c'est encore plus compliqué. Il faut les autorisations. Il faut toutes les autorisations. Alors justement, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui rêve finalement à notre futur et à nos villes de demain, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui prennent des décisions plus haut placées pour dire OK, on va travailler sur une politique à long terme. Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est juste impossible. C'est là qu'il y a une utopie, finalement. C'est de se dire que le pouvoir politique met dans sa poche, je dirais, toutes ces envies de succès électoraux pour se dire, la politique que je commence aujourd'hui, elle ne se terminera que 50 ans après ma mort. 100 ans, ou 150 ans, ou 200 ans. C'est difficile. Sauf qu'aujourd'hui, on est vraiment, je pense, à une date clé, on est vraiment au pied du mur. Donc il y a vraiment des choses à faire, je pense, aujourd'hui. Il y a quand même des choses qui se font. Il y a des murs comme ça qui se construisent, etc. Des murs végétaux complets, ça existe. On commence à en voir un peu partout. Il y a des gens dont c'est le métier et qui en vivent pas mal du tout. Donc c'est que ça se passe. Il y a des quartiers à Paris qui ont été des nouveaux quartiers à Paris, par exemple, où on a énormément d'immeubles qui sont des immeubles végétaux. Ou alors d'autres immeubles où, dans le béton, on a simplement mis d'énormes pots avec des bambous qui recréent des murs végétaux. Cela dit, entre parenthèses, c'est vrai que Paris en a peut-être plus besoin dans la mesure où ils n'ont pas, comme à Bruxelles, des îlots de jardins. Bien sûr. Vous êtes terre à terre. Ah mais non, rêvez un petit peu. Mais ils ont la Seine, quand même. Mais moi, c'est surtout, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais je me dis que c'est au niveau du déclic politique que ça pourrait poser un problème. Parce que les idées, elles sont là, elles sont dans les livres, elles sont même déjà dans la... Mais c'est pas qu'au niveau politique, c'est au niveau des gens terre à terre comme vous que ça va créer un problème. Parce qu'avec des rêveurs et des utopistes, évidemment, on va jamais faire changer le monde. Tandis que là, je me fais l'avocat du diable, cher ami. Quand vous plongez dans cette exposition, moi j'ai passé 2h30 comme un môme. J'ai passé 2h30 à rêver, j'ai passé 2h30 à l'écouter et se dire quel bonheur d'avoir quelqu'un qui réfléchit, quel bonheur d'avoir un gars qui a des rêves, mais des rêves qui seront peut-être réalisables ou pas. Mais peu importe, au moins d'avoir quelqu'un qui a une vraie vision à long terme et qui se dit on peut pas continuer. Ça veut dire plus d'embouteillage le matin? Ça veut dire que les embouteillages, vous avez vu les petits véhicules, ça c'est formidable aussi. Ah, oui. Vous avez votre propre véhicule qui fonctionne grâce à un câble électrique. Hop, on s'emboîte, je vais aller à droite, je mets mon clignotant et je sors à droite puisqu'il y aura des câbles. Et ça existe. Le tram de Bordeaux existe. Mais qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend? Où est la caméra? Mais qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Non, mais qu'est-ce qu'on attend aussi d'avoir des gens qui réfléchissent parce que clairement, il y a pas mal de matériaux. Ces surfaces dont il parle qui permettraient d'avoir ces végétaux, qui permettraient de filtrer les rayons solaires, etc. Ça n'existe pas encore. Qu'est-ce qu'on attend pour se dire qu'on peut aller analyser et voir ce qui se passe dans la nature? Il y a des gens qui n'attendent pas. Il y a des groupements qui existent et qui s'intéressent à ça. Un ministère de l'urbanisme et de l'environnement pour Luc Skeuten. Alors, il y a un bouquin qui sort en marge de cette exposition qui s'appelle Filiation, qui est signé Philippe Marion et qui, lui, parle de la famille. De toute l'histoire de famille. L'architecte qui dessine, le frère qui dessine et puis l'architecte qui dessine.